Il existe sur Terre un endroit qui soutient près de la moitié de l'humanité. Pas métaphoriquement, littéralement, physiquement, moléculairement. Chaque gorgée d'eau, chaque bol de riz, chaque verre rempli au robinet au Bangladesh, au Vietnam ou au Pakistan, tout cela naît ici. Sur un plateau froid, balayé par les vents, presque sans air, grand comme l'Europe occidentale, soulevé à 5 km au-dessus du niveau de la mer. Ce lieu nourrit des milliards d'êtres humains, et la plupart d'entre eux ne le sauront jamais. Imaginez, le matin, vous ouvrez le robinet, et cette eau était autrefois de la neige sur une montagne que vous n'avez jamais vue, de la glace qui reposait là depuis 1000 ans. Voilà ce qu'est le Tibet, la source invisible de vie pour la moitié de la planète. Il alimente 10 des plus grands fleuves d'Asie, le Yangtze, le Gange, le Mékong, l'Indus, le Brahmapoutre, l'Irrawaddy, la Salouen. Tous commencent au même endroit, là où la glace s'est accumulée dans les glaciers depuis des millénaires, là où la neige ne fond pas pendant des mois, là où le ciel, au-dessus de vous, est plus sombre qu'à l'accoutumée, parce qu'il ne reste presque plus d'atmosphère ici. C'est le commencement de tous les commencements. L'endroit où l'eau fait son premier pas sur son voyage de milliers de kilomètres, le long des pentes, à travers les gorges, vers les mers et les océans, vers des gens qui ne se sont jamais demandé d'où elle vient. Cet endroit, c'est le Tibet. Et si vous pensez en savoir quoi que ce soit, cet épisode réduira en miettes tout ce que vous croyez savoir. Parce que le Tibet, ce n'est pas seulement des monastères bouddhistes sur fond de belles montagnes. Ce n'est pas seulement un itinéraire touristique. Et surtout pas le conflit politique qui scintille aux actualités tous les quelques années comme un bruit de fond. Le Tibet est quelque chose de bien plus fondamental et de bien plus inquiétant. C'est un lieu qui existait bien avant que l'homme apprenne à écrire et qui continuera à façonner le destin de l'humanité longtemps après que nous aurons oublié les gros titres politiques d'aujourd'hui. Le Tibet est une catastrophe géologique au ralenti qui a créé le point le plus élevé des terres émergées sur la planète et ne s'est pas encore arrêté. En ce moment même, pendant que vous lisez ou écoutez ces mots, 2 continents exercent l'un contre l'autre une pression impossible à concevoir en unité humaine de mesure. Et le Tibet rampe vers le haut, 1 centimètre par an. Lentement, inexorablement. Les sommets de l'Himalaya tranchent les nuages, littéralement. À 8000 mètres d'altitude, l'atmosphère est si mince que les avions de ligne contournent ces montagnes parce que sur les crêtes, l'air a presque disparu. Comme si la planète n'avait pas encore décidé jusqu'où cet endroit devait s'élever. Comme si la Terre n'avait pas encore dit son dernier mot. Le Tibet est une expérience biologique qui n'aurait jamais dû fonctionner. Le corps humain n'est pas conçu pour de telles altitudes. À 5000 mètres, il manque d'oxygène dans le sang, les poumons lâchent, le cerveau se détériore. Les nouveau-nés, mis au monde à une telle altitude par des femmes venues des plaines, survivent à un taux nettement plus faible. Pourtant, les Tibétains vivent ici depuis 40 000 ans. Et en ce temps-là, leur ADN a changé d'une façon qu'aucun autre peuple sur Terre n'a connue. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement une mutation. Réelle, documentée, impossible selon les critères normaux de la vitesse évolutive, et pourtant survenue. Et le Tibet est un château d'eau qui commence à se briser, en ce moment même. Posez-vous une question tout de suite. Avez-vous jamais pensé au Tibet en ouvrant votre robinet ? Très probablement non. Après cet épisode, vous le ferez. Garanti.
Voici un chiffre qui me donne encore la chair de poule à chaque fois que je le prononce. D'ici 2050, les 2/3 des glaciers himalayens pourraient avoir disparu. Pas réduits, disparus, dissous, transformés en eau qui s'écoulera une fois dans l'océan et ne reviendra plus jamais dans les montagnes. En ce moment, ces glaciers semblent éternels. Des murailles de glace bleutée hautes d'1 kilomètre dans lesquelles on distingue les couches. Chaque couche est une année, comme les cernes d'un arbre. Une année de pluie, une année de chute de neige, une année où aucun d'entre nous n'existait encore sur cette terre. Cette glace se souvient du monde avant l'humanité, et l'humanité l'a détruit. Et alors les fleuves, qui coulent à plein bord toute l'année, parce que les glaciers libèrent régulièrement leur glace accumulée sur des millénaires, comme un réservoir, se transformeront en torrents saisonniers. Déchaînés au printemps par les eaux de fonte, presque vides en été. Imprévisibles, dangereux, peu fiables. Les récoltes chuteront, les réservoirs se videront, les pâturages s'assécheront. Et 1,5 milliard de personnes, pas quelque part dans une Asie statistique abstraite, mais des gens concrets, avec des enfants concrets, des potagers concrets, des projets concrets pour l'année prochaine, se retrouveront dans une crise qui n'a aucun précédent dans toute l'histoire de la civilisation humaine. Nous ne parlons pas d'une sécheresse dans un seul pays. Nous parlons d'une crise hydrique synchronisée dans 10 États simultanément. 1,5 milliard. C'est une personne sur 5 sur Terre, à cause de glaciers, sur un plateau auquel la plupart d'entre elles n'ont jamais pensé de toute leur vie. Arrêtez-vous une seconde, écrivez dans les commentaires, habitez-vous près de l'un des fleuves qui prennent leur source au Tibet, le Gange, le Mékong, le Yangtze, l'Indus, le Brahmapoutre? Si oui, cette histoire parle littéralement de chez vous. Mais voilà ce qui est étrange, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus humain dans toute cette histoire. À chaque col du Tibet, et il en existe des centaines, chacun plus haut que la plupart des sommets alpins en Europe, pendent des drapeaux. Petits, multicolores, décolorés par les ultraviolets, mis en lambeaux par le vent. Les Lungta, les chevaux du vent, bleu, blanc, rouge, vert, jaune. 5 couleurs, 5 éléments, 5 directions de l'univers bouddhiste. Ces drapeaux sont tendus entre des rochers, entre des mâts à prière, à travers des cols de montagne où le vent ne cesse jamais, où il hurle avec une telle force qu'il arrache des pierres et couvre la voie humaine. Les Tibétains les accrochent à des altitudes où respirer est physiquement douloureux, où chaque pas vers le haut exige un moment de récupération, où le ciel au-dessus s'assombrit jusqu'au presque noir parce que l'atmosphère a presque disparu. Il les accroche et y croit. Chaque rafale de vent emporte la prière là où elle doit aller. Personne ne sait exactement où, mais les drapeaux continuent d'être accrochés, génération après génération, des milliers d'années. À l'altitude où tout ce que l'homme considérait comme possible prend fin, les gens continuent de faire quelque chose de signifiant, de petit, d'obstiné, de beau dans son insistance sans parole. C'est peut-être précisément pour cela que le Tibet existe encore. Non pas malgré la dureté, mais parce que les gens ont appris non pas à la combattre, mais à vivre en son sein. Comme les drapeaux dans le vent, ne pas résister, mais bouger ensemble. Aujourd'hui, nous y allons. Vers le lieu qui est à la fois le plus important et le plus ignoré de la planète. Là où la géologie, la biologie, l'hydrologie et une culture millénaire sont tressées si étroitement qu'il est impossible de parler de l'une sans toucher à tout le reste. Et là où se passe en ce moment même quelque chose qui changera la vie de milliards de personnes,
qu'elle le sache ou non. Le Tibet n'a pas toujours été là où il se trouve maintenant, et il n'a pas toujours été aussi haut. Cette histoire commence bien avant l'apparition de l'être humain sur Terre, au moment où 2 gigantesques morceaux de croûte terrestre ont commencé à se déplacer l'un vers l'autre avec une inexorabilité qui ne connaît ni pitié ni précipitation. La plaque indienne et la plaque eurasiatique. Autrefois, entre elles clapotait un ancien océan, la Thétis, chaud, peu profond, plein de vie. Aujourd'hui, il n'existe plus. À sa place, des montagnes, le plateau lui-même, et des couches de sédiments marins au sommet de l'Himalaya, dans lesquels on trouve encore aujourd'hui des créatures marines fossilisées à 6000 mètres d'altitude. Des coquillages et des coraux, à une altitude où les oiseaux ne volent pas. Un océan est devenu des montagnes. Un fond marin est devenu le toit du monde. C'est peut-être l'une des transformations les plus vertigineuses de l'histoire de la Terre, et elle est écrite dans la pierre même, si l'on sait où regarder. Imaginez que vous prenez 2 feuilles de papier et que vous les poussez lentement l'une vers l'autre. Le papier entre elles commence à se soulever, à se plier, à former des crêtes. Maintenant, amplifiez ce processus à l'échelle des continents. Ajoutez 50 millions d'années et vous aurez une idée approximative de la naissance de l'Himalaya. Seulement approximative, car aucune métaphore ne transmet la véritable puissance de ce qui s'est passé ici. Les montagnes se sont élevées à une vitesse que l'homme ne perçoit pas comme un mouvement, mais qui, sur des millions d'années, a créé une muraille de 8 km de haut. Une muraille qui coupe l'atmosphère en 2 et a modifié pour toujours le climat de toute l'Asie. C'est précisément cette collision qui a créé le plus haut système montagneux de la Terre et simultanément soulevé le plateau tibétain à des altitudes qu'aucun autre plateau sur la planète n'atteint. Ce processus a pris des millions d'années et n'est pas encore terminé. La plaque indienne continue de se déplacer vers le nord à environ 5 cm par an. Cela semble dérisoire, mais sur 1 million d'années, c'est 50 km. Et les montagnes continuent de croître, plus lentement qu'un être humain ne vieillit, mais plus vite que les civilisations ne disparaissent. La terre sous le Tibet ne s'est pas arrêtée. En cette seconde même, l'Himalaya devient légèrement plus haut, littéralement. Le résultat de ce mouvement est un paysage qui n'a pas d'équivalent nulle part sur la planète. Imaginez un horizon qui ne finit jamais, crête après crête, s'éloignant jusqu'au bord du monde visible. Chacune plus haute que la précédente, chacune couverte de neige même en juillet, chacune projetant une ombre longue de centaines de kilomètres. Ce n'est pas un paysage, c'est l'architecture de la planète mise à nu et absolue. Le plateau est si vaste qu'on l'appelle souvent le 3e pôle de la Terre. Non pas parce qu'il est un pôle au sens géographique, mais parce qu'on y trouve plus de glace et de neige fraîche qu'en tout autre endroit en dehors de l'Arctique et de l'Antarctique. La superficie du plateau tibétain est d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est plus grand que l'Europe occidentale entière, 25 fois la France, 100 fois la Belgique. Un endroit que la plupart des gens seraient incapables de trouver sur une carte, occupe un territoire capable de contenir un continent. Le Tibet fournit en eau près de la moitié de la population de la Terre. Les fleuves qui prennent leur source ici portent l'eau en Chine, en Inde, au Bangladesh, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Pakistan, au Myanmar. L'Indus, le Gange, le Brahmapoutre, le Yangtze, le fleuve jaune, le Mékong, l'Irrawaddy. Tous commencent ici, à cette altitude froide, près
presque silencieuse, dans des glaciers que la plupart de ceux qui en dépendent ne verront jamais. Écrivez dans les commentaires, avez-vous déjà vécu près de l'un de ces fleuves? Peut-être avez-vous bu de l'eau qui a commencé son voyage ici, sur ce plateau, dans cette glace. Le Tibet est le château d'eau de l'Asie, un lieu dont dépend la vie de milliards de personnes, qui ne l'ont pour la plupart jamais vu et n'y ont jamais pensé, jusqu'à maintenant. L'altitude moyenne du plateau tibétain est d'environ 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Arrêtez-vous et saisissez vraiment ce chiffre. C'est plus haut que la plupart des sommets alpins en Europe, des sommets pour lesquels les alpinistes se préparent pendant des mois, que les télécabines amènent les visiteurs, où des camps de base sont installés avec de l'oxygène et des secouristes en stand-by. Mais au Tibet, ce n'est pas un sommet, c'est le sol, la terre ordinaire sur laquelle les gens marchent chaque jour, conduisant leurs enfants à l'école, faisant paître les yaks, allant au marché. Les montagnes ici ne sont pas l'exception, elles sont le décor, l'arrière-plan normal d'un matin ordinaire. À cette altitude, l'air contient environ 40% d'oxygène de moins qu'au niveau de la mer. Cela signifie qu'à chaque inspiration, les poumons reçoivent moins que ce dont le cerveau et les muscles ont besoin. Le corps commence à réagir, vite et brutalement. Mal de tête, nausées, épuisement au moindre mouvement, quand monter un escalier ressemble à un sprint. Confusion mentale, la sensation que la tête est remplie de coton, que les pensées arrivent une fraction de seconde trop tard. La sensation que le corps a été coulé dans du béton de l'intérieur. Dans les cas graves, œdème pulmonaire ou cérébral. Le liquide commence à s'accumuler là où il n'a rien à faire. Une personne s'endort et ne se réveille pas. Ou se réveille, mais différente. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité médicale qui tue des touristes non préparés chaque année. Le mal des montagnes ne prévient pas. Il ne cible pas les moins entraînés. Il peut frapper un coureur de marathon et épargner un pèlerin âgé. Parce que la génétique et l'expérience du corps comptent plus que la condition physique. Les touristes qui atterrissent à Lhasa passent souvent les premiers jours presque totalement immobiles, laissant simplement au corps le temps de s'adapter. On vend des petites bouteilles d'oxygène à l'aéroport. Les hôtels en gardent des stocks. Les guides de voyage préviennent « Ne vous précipitez pas, ne montez pas trop vite, ne courez pas, n'abusez pas de l'alcool. Donnez à votre sang le temps de comprendre où il se trouve. » Beaucoup de gens décrivent leur premier jour à Lhasa de la même façon. On sort de l'aéroport, on voit les montagnes, blanches, immenses, incroyablement proches, on fait un pas et on réalise que l'air ici est différent, plus léger en poids, plus lourd en conséquence. Mais les Tibétains vivent ici depuis des millénaires et leurs corps ont changé au niveau de l'ADN. C'est l'une des histoires d'adaptation les plus saisissantes de la science moderne. Les Tibétains portent des variantes génétiques uniques qui permettent à leur sang de transporter l'oxygène plus efficacement sous faible pression. Parmi celles-ci figure une variante du gène EPAS1 qui, chez la plupart des autres humains, est extrêmement rare. Mais ce qui est le plus stupéfiant, c'est son origine. Les scientifiques ont établi que cette variante génétique a été empruntée au génome des Denisoviens, un groupe éteint d'humains archaïques qui vivaient ici avant l'Homo sapiens moderne. Les Tibétains ont littéralement hérité la capacité de survivre en altitude de prédécesseurs qui avaient maîtrisé cet endroit encore plus tôt. De gens qui n'existent plus, dont on trouve les ossements dans des grottes sibériennes, dont on connaît à peine le nom. Mais dont les gènes continuent de vivre dans le sang de millions de personnes qui marchent aujourd'hui sur le plateau tibétain.
Ce n'est pas simplement une accoutumance à l'altitude. C'est un changement biologique ancré dans l'ADN sur des milliers de générations. Les Tibétains sont l'une des populations humaines ayant évolué le plus rapidement que la science connaisse. Leurs corps ont réécrit une partie de leur propre biologie pour survivre là où la plupart des habitants de la planète ne tiendraient pas une semaine sans assistance médicale. Une question pour vous. Avez-vous déjà été en haute altitude? Qu'avez-vous ressenti? Écrivez dans les commentaires. Il est fascinant de comparer les expériences de gens de différentes parties du monde. Le Tibet n'est pas seulement haut, le Tibet est froid, presque toujours. Même en été, les températures nocturnes sur la majeure partie du plateau descendent en dessous de zéro. En hiver, jusqu'à -30 et en deçà dans la steppe à découvert. Le vent sur le plateau atteint une force capable de renverser un homme adulte. Il vient du nord, du désert de Gobi, s'accélère sur le plateau ouvert où il n'y a ni arbre, ni rocher, ni quoi que ce soit pour le ralentir. Et il frappe le corps comme un mur physique. Une journée ensoleillée ici est trompeuse. À la vue, il fait chaud, ciel bleu, lumière blanche éclatante, mais la température de l'air est telle que la peau non protégée commence à souffrir avant même qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte. Le Tibet sourit, et en même temps vous gèle à mort. Encore un paradoxe. Le rayonnement ultraviolet est ici nettement plus fort qu'au niveau de la mer. La couche atmosphérique est plus mince. Le soleil frappe directement, sans filtre. On peut subir une brûlure cutanée grave partant de gel, sous couverture nuageuse, simplement en restant à l'air libre quelques heures. Froid et coup de soleil ne sont pas une contradiction au Tibet, c'est un jour ordinaire. C'est précisément pourquoi les Tibétains portent traditionnellement un bras hors de la manche de leur lourde veste en peau de mouton, la tchouba. En marchant et en travaillant, le corps se réchauffe, mais dès qu'on s'arrête, les deux bras disparaissent instantanément sous la chaude fourrure. Et pourtant, il y a de la vie ici. Une vie qui n'aurait jamais dû survivre et qui non seulement a survécu, mais a prospéré. Le yak, l'animal sans lequel le Tibet est inimaginable. Énorme, hirsute, avec un double pelage dense qui touche le sol, la couche extérieure protégeant du vent et de la pluie, la couche intérieure retenant la chaleur. À l'aube, quand la brume se traîne encore dans les vallées et que les premiers rayons touchent les sommets enneigés, un troupeau de yaks, se découpant sur des montagnes qui s'embrasent de dorures, ressemble à la terre elle-même qui respire, lentement, en silhouette sombre, en nuages de vapeur sortant de larges naseaux. Les poumons du yak sont nettement plus grands que ceux d'un bœuf ordinaire de même masse. Ils absorbent plus d'air à chaque inspiration. Son sang contient plus de globules rouges et ceux-ci sont structurés différemment, capables de capter l'oxygène même dans l'air raréfié de la montagne. En dessous de 3000 mètres, le yak a chaud et se sent mal à l'aise. Il surchauffe littéralement là où nous nous sentirions bien. Le Tibet est son monde, pas le nôtre. Le yak n'est pas seulement un animal, c'est le principal architecte de la civilisation tibétaine. Sans le yak, il n'y aurait pas d'habitation en altitude, pas de route commerciale sur les cols, pas de monastère dans les montagnes. La bouse de yak est le principal combustible sur un plateau presque dépourvu d'arbres. La laine de yak est le matériau pour les vêtements et les toitures. Le lait de yak, riche, dense, nourrissant, est la base de l'alimentation. Le beurre de yak brûle dans les lampes des temples et s'ajoute au thé. Le yak a tiré la charrue, porté la charge, réchauffé de la chaleur de son corps dans la nuit. Toute la civilisation tibétaine est écrite sur le dos du yak, sans exagération. Le léopard des neiges vit ici aussi.
à des altitudes où sa vie est presque invisible pour l'homme. L'un des grands prédateurs les plus difficiles à observer sur la planète. Son pelage, gris argenté, couvert de rosettes fumées, se fond presque parfaitement dans la roche et la neige. Quand il est allongé sur un rebord et qu'il regarde vers la vallée, il est pratiquement impossible à repérer. Pierre grise, fourrure grise, neige grise et 2 yeux jaunes qui ne scillent pas. Il est devenu invisible bien avant que les humains inventent le mot camouflage. Beaucoup de Tibétains ont passé toute leur vie à n'en voir que les traces, de profondes empreintes dans la neige courant le long d'un corniche rocheux impossible. Des traces qui s'arrêtent au bord du précipice, et plus rien. Le léopard des neiges chasse le baral, le mouton bleu, en bondissant le long de falaises verticales avec une précision qui ressemble à une impossibilité physique. Les scientifiques passent des années à installer des pièges photographiques pour capturer un seul cliché. Les bergers locaux racontent des légendes sur un léopard qui venait la nuit prendre un yak, mais était si silencieux que les autres animaux ne se réveillaient pas. Le léopard des neiges existe à la lisière du monde visible, et cela, semble-t-il, lui convient parfaitement. Le baral, principale proie du léopard des neiges, est lui-même un chef-d'œuvre d'ingénierie de l'évolution. Ses sabots sont construits de sorte que la partie centrale soit légèrement plus souple, comme une semelle en caoutchouc, tandis que les bords sont durs comme des pointes de crampons. Il adhère littéralement à la roche verticale. Il vit sur des pentes que le léopard des neiges peut tout juste atteindre, ce qui n'est guère un endroit confortable. La grue à cou noir est la seule grue au monde qui niche et hiverne exclusivement sur les hauts plateaux d'altitude. Elle arrive au Tibet au printemps, quand la neige couvre encore les champs, et repart en automne. Dans le bouddhisme tibétain, la grue est un oiseau sacré, symbole de longue vie et de sagesse. Les habitants locaux ne l'ont jamais chassé, depuis des générations. C'est peut-être l'une des lois de conservation les plus anciennes de la planète, non écrite, mais respectée plus rigoureusement que n'importe quel décret. L'antilope tibétaine, le chiru, autre symbole du plateau. Sa laine, le chatouche, est si fine et si chaude qu'elle sert à fabriquer les châles les plus chers du monde. Un temps, cela faillit coûter l'existence à l'espèce. Des braconniers tuaient des milliers d'antilopes pour leur toison. Aujourd'hui, le chiru est protégé et la population se reconstitue lentement. Mais le simple fait qu'une créature ayant survécu à la période glaciaire ait failli disparaître en quelques décennies à cause de la mode des châles en dit bien plus long sur nous que sur l'antilope. Le yak sauvage, ancêtre du domestique, se rencontre bien plus rarement. Il est plus grand, plus agressif et vit dans des endroits où les hommes ne parviennent presque jamais. Un taureau yak sauvage peut peser jusqu'à 1 tonne et porte des cornes de près d'1 mètre. Si le yak domestique est l'architecte de la civilisation tibétaine, le yak sauvage est un rappel de ce que ce monde était avant l'homme. Quelque chose de primordial, d'immense, et qui n'est absolument pas intéressé par notre présence. Dites dans les commentaires, lequel de ces animaux vous frappe le plus ? Le léopard des neiges, le yak ou la grue? Quand le bouddhisme est arrivé au Tibet au 7e siècle, apporté par le roi Songtsen Gampo, qui avait épousé des princesses bouddhistes venues du Népal et de Chine et avait ouvert son royaume à la nouvelle foi, il a trouvé ici quelque chose qu'il n'avait rencontré nulle part ailleurs. Il a trouvé l'espace. Un espace absolu, écrasant, presque insupportable. Des horizons qui s'étendent au-delà de ce que l'œil a l'habitude de traiter. Un ciel qui occupe la majeure partie du tableau, parce que la Terre est si plate et si haute que la frontière avec l'atmosphère semble plus proche qu'en tout autre endroit. Le matin,
Quand le soleil vient de se lever au-dessus des crêtes, il teint la neige en rose, puis en orange, puis en blanc aveuglant. Et tout cela se passe dans un silence total, seulement troublé par le vent. Pas d'oiseaux, pas d'arbres, pas de bruit d'eau, seulement la lumière et l'espace. Il n'y a ici rien qui puisse servir de refuge à l'illusion. Aucune jungle dans laquelle se cacher de soi-même. Aucune agitation urbaine pour étouffer la voix intérieure. Seulement le plateau, le ciel, le vent et vous. Il y a quelque chose de très important dans le fait que c'est précisément ici qu'a pris racine l'une des traditions philosophiques les plus profondes de l'humanité. Pas dans des villes, pas dans la chaleur, pas dans le confort, mais dans un lieu où chaque jour rappelle à quel point l'être humain contrôle peu de choses, où la météo change en quelques minutes. Un ciel clair devient une tempête de neige pendant qu'on marche sur le sentier, où le corps est plus faible qu'il n'en a l'habitude, où l'horizon est si immense que sa propre existence commence à paraître très petite. Et c'est cela, étrangement, qui libère beaucoup de gens. Les monastères ici ne ressemblent pas à des bâtiments, ils ressemblent à des points de concentration, à des lieux où les gens ont décidé non pas de fuir cet espace, mais de s'y intégrer. Le monastère de Ganden se dresse sur une crête à 4300 mètres d'altitude. Et quand on le regarde depuis la route en contrebas, il semble pousser directement de la roche, comme un prolongement de la crête elle-même. Des murs rouges sur de la pierre grise, des toits dorés sur un ciel bleu. En hiver, il n'y a rien autour de lui, seulement la neige, le vent et des drapeaux à prière qui claquent et crépitent comme des coups de feu. Le monastère de Drepung, qui fut en son temps l'un des plus grands monastères du monde, où vivaient et étudiaient plus de 10 000 moines, ce n'était pas simplement un établissement religieux, c'était à la fois une université, une bibliothèque, un centre philosophique et un hôpital. Les bâtiments blancs du monastère sont éparpillés sur le flanc d'une montagne, comme des morceaux de sucre sur une nappe. Et au coucher du soleil, quand le soleil disparaît derrière la crête et que les ombres s'installent dans les gorges, toute cette ville blanche commence à rayonner de l'intérieur d'une chaude lumière dorée de lampes à beurre. Ces constructions ont été bâties sans machines modernes, à des altitudes où chaque mouvement demande 2 fois plus d'efforts qu'en plaine. Les pierres étaient hissées à la main. Le bois était transporté de loin, par-dessus les cols, sur des yaks, le long de sentiers où un faux pas signifiait tomber dans l'abîme. Le mortier était préparé avec de l'eau, porté d'en bas dans des outres en cuir. Le travail à une telle altitude épuise plus vite et plus profondément qu'en bas. Et pourtant, les monastères apparaissaient, l'un après l'autre, sur des crêtes, dans des gorges, au-dessus des précipices. Comme si les bâtisseurs avaient décidé, si l'endroit est rude, c'est d'autant plus important de le rendre beau. Le bouddhisme tibétain n'est pas le bouddhisme répandu dans les autres parties de l'Asie. C'est sa propre école, avec sa propre philosophie, ses propres pratiques, son propre panthéon et son rapport singulier au temps. Le Dalai Lama n'est pas simplement un chef religieux. C'est un homme que l'on recherche après la mort de son prédécesseur, parmi des enfants selon des signes particuliers, que l'on met à l'épreuve, que l'on élève depuis l'enfance. Le 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, a été reconnu à l'âge de 2 ans dans une famille paysanne et porte ce titre depuis plus de 80 ans. C'est un système de pensée qui a grandi dans un paysage spécifique, de l'altitude, du froid, du silence, du sentiment qu'il y a ici trop peu d'oxygène pour l'agitation et trop d'espace pour les illusions. Le Tibet n'était pas isolé du monde. Des routes commerciales le traversaient, plus anciennes que la route de la soie et bien plus rudes. L'une des plus importantes était la route du thé et des chevaux.
Pendant des millénaires, des marchands ont emprunté cette route, portant du thé des provinces du Yunnan et du Sichuan vers le nord et l'ouest, vers le Tibet, le Népal et au-delà. En échange venaient la laine, le sel, les chevaux, le cuivre, les herbes médicinales. La route passait par des cols dépassant 5000 mètres, là où des falaises se dressent comme des murs des deux côtés du sentier, là où seule la mousse et le vent habitent les fissures, là où les nuages passent parfois en dessous de vous. À travers des gorges où la piste n'avait la largeur que d'un seul cheval et où un faux pas vous précipitait dans le vide. À travers des zones où un blizzard pouvait s'abattre en quelques minutes, sans préavis, sans recours. Les gens qui empruntaient cette route portaient des charges pouvant atteindre 100 kg sur le dos. À l'aide de cadres en bois spéciaux, sur des sentiers de montagne, à une altitude où l'air est presque absent, pendant des semaines, parfois des mois. Ce n'était pas une route commerciale romantique avec des auberges et des repas chauds. C'était un labeur épuisant, meurtrier, impossible, qui tuait les faibles et transformait les survivants en quelque chose de physiquement différent. Imaginez, vous prenez un sac à dos du poids d'un petit réfrigérateur, vous l'endossez, et vous marchez 8 heures le long d'un sentier de montagne où à chaque inspiration, vous recevez 1/3 d'oxygène de moins que nécessaire. Puis encore 8 heures, puis encore, 30 jours de suite. C'est ainsi que ressemblait le travail des porteurs sur la route du thé, et beaucoup d'entre eux le faisaient toute leur vie. Le commerce du thé n'était pas simplement une économie pour le Tibet. Le thé à une telle altitude, c'est presque de la médecine. Il aide à combattre les symptômes du mal des montagnes, réchauffe, apporte des calories, compense la maigre ration alimentaire. Et la façon tibétaine de le préparer, beurre de yak, sel, eau bouillante, le tout battu dans un barat en bois jusqu'à obtenir une consistance homogène, semble étrange à une oreille non habituée. Mais à 4500 mètres d'altitude, par le froid, après une longue marche, c'est l'une des boissons les plus physiologiquement correctes qui existent, riche en calories, réchauffante, apportant les graisses et le sel qui manquent tant en montagne. Le thé au beurre n'est pas une tradition culinaire. C'est la physiologie de la survie, transformée en culture. C'est 1000 ans d'expérience, encodés dans une recette. D'ailleurs, écrivez dans les commentaires, essaieriez-vous le thé tibétain au beurre de yak? Honnêtement, oui ou non? C'est l'une de ces boissons qu'il faut goûter au moins une fois, simplement pour comprendre ce que c'est que de boire de l'histoire. Du plateau tibétain coulent les fleuves qui nourrissent et abreuvent près de la moitié de la population de la Terre. Ce n'est pas une métaphore, ni une exagération poétique, c'est de l'hydrologie, une science froide, précise, mesurée. L'Indus prend sa source ici, dans les glaciers du Tibet occidental, à l'endroit où de sous les pierres et la glace apparaît un premier filet d'eau, si petit qu'on pourrait l'enjamber. Quelques milliers de kilomètres plus loin, ce filet devient un fleuve large de plusieurs kilomètres. Le Pakistan, le nord de l'Inde, des régions d'Afghanistan, leur principale artère hydrique naît sur ce plateau, dans des glaciers que la plupart de ceux qui en dépendent ne verront jamais. Le Gange est alimenté par les glaciers de l'Himalaya, et pour des centaines de millions de personnes, ce n'est pas simplement un fleuve, mais le fondement sacré de toute existence, adduction d'eau, route, lieu de prière et lieu d'adieu aux morts. Le Brahmapoutre creuse l'une des gorges les plus profondes de la planète, le Grand Canyon du Yarlung Tsangpo, dont la profondeur dépasse par endroits 5 km, et descend vers le Bangladesh, dont il alimente le delta avec le Gange. Le Yangtze et le fleuve Jaune, les fleuves sur lesquels repose la civilisation chinoise depuis 5000 ans, commencent ici.
Le Mékong, grand fleuve d'Asie du Sud-Est, nourrissant le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, lui aussi vient d'ici. Toutes ces civilisations, tous ces milliards d'êtres humains, tous boivent de l'eau qui fut un jour de la glace sur le plateau tibétain. Les glaciers tibétains fonctionnent comme un tampon. Pendant les saisons sèches, quand il ne pleut pas, l'eau glaciaire continue d'alimenter les fleuves, régulièrement, de manière prévisible, à partir de réserves accumulées sur des millénaires. C'est ce qui a rendu possible les grandes civilisations dans les vallées tout au long de l'histoire. C'est ce qui permettait de cultiver le riz là où sans eau glaciaire, il n'y aurait eu que de la poussière. Et c'est précisément pourquoi ce qui se passe avec les glaciers tibétains en ce moment est l'un des processus les plus alarmants sur la planète. Les glaciers reculent. Certains perdent plusieurs mètres par an. Cela est enregistré par les satellites, mesuré par les expéditions, visible sur des photos comparatives prises à 20 ans d'intervalle. Là où en l'an 2000 se trouvait de la glace, il y a maintenant de la roche, nue, morte, chaude. Sur cette roche, on voit encore des éraflures, les traces laissées par le glacier en se retirant, comme une lettre d'adieu écrite dans la pierre. Quand un glacier disparaît, le tampon disparaît. Les fleuves deviennent alors entièrement dépendants des pluies saisonnières. Et les pluies saisonnières sont instables, imprévisibles. Cela signifie des inondations quand les pluies sont abondantes, la sécheresse quand elles ne le sont pas. Et des milliards de personnes qui n'ont jamais pensé au Tibet commenceront à ressentir sa disparition. D'abord dans l'eau, puis dans la nourriture, puis dans les prix, puis dans tout le reste. Pas un jour lointain, dans la vie des enfants d'aujourd'hui. Lhasa est située à 3650 mètres d'altitude. C'est l'une des villes les plus hautes de la Terre, avec une population de plus de 100 000 habitants. Il y a des rues, des marchés, des restaurants, des transports, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux, le Wi-Fi et des cafés. Il y a un aéroport, et les avions qui y atterrissent le font dans des conditions où les pilotes recalculent tout, la vitesse d'approche, la longueur de roulement, l'angle de descente, la consommation de carburant, parce que l'air est différent ici, et tout ce qui fonctionne au niveau de la mer fonctionne différemment ici. Il y a un chemin de fer, la voie ferrée Qinghai-Tibet, inaugurée en 2006. La voie ferrée la plus haute du monde. Une partie du trajet passe à plus de 5000 mètres d'altitude, là où même les oiseaux volent en dessous du train. Quand on regarde par la fenêtre du wagon, les montagnes qui nous entourent, des montagnes qu'auparavant ne voyaient que des moines et des pèlerins. Il naît une étrange sensation qu'on traverse un décor trop grand pour être réel. La construction de cette voie ferrée est considérée comme l'un des projets d'ingénierie les plus complexes de l'histoire de l'humanité. Poser des rails sur le pergélisol, dans un air raréfié, par des variations de température extrêmes, nécessitait des technologies qui n'existaient pas encore et qui ont été inventées au fil du chantier. De l'oxygène supplémentaire est distribué aux passagers dans les wagons, parce que sans lui, beaucoup perdent simplement connaissance en cours de route. La Potala, le palais des Dalai Lama, s'élève au-dessus de la ville comme un manifeste vertical. 13 étages, plus de 1000 pièces. Des niveaux inférieurs blancs et une partie supérieure rouge sombre. Des couleurs visibles à 20 km dans l'air pur de la montagne. À l'aube, quand la première lumière touche les toits dorés du Potala et qu'il s'embrase comme un feu de joie au-dessus de la ville endormie, c'est un spectacle qu'on n'oublie pas. La construction a commencé au 7e siècle et s'est poursuivie pendant des siècles, chaque Dalai Lama y ajoutant quelque chose du sien. À l'intérieur,
des milliers de statues, de fresques, de textes sacrés, les stupas funéraires dorés des Dalai Lama incrustés de pierres précieuses. On dit que plus de 3 tonnes d'or ont été utilisées pour la décoration du tombeau d'un seul Dalai Lama. Le Potala n'a pas l'air d'avoir été construit. Il ressemble à quelque chose qui a poussé de la montagne, lentement, inévitablement, comme un cristal. Le Jokang, le temple principal du bouddhisme tibétain, se dresse au centre de Lhasa. Il a été construit au 7e siècle et n'a pas cessé d'être un lieu de culte depuis. Pas une seule fois en 1400 ans. L'odeur des lampes à beurre, la fumée des encens de genévrier, le tintement des clochettes et le chant monotone des prières, tout cela crée une atmosphère qui défie la description en mots et défie la photographie. Il faut la ressentir en personne. Autour de lui se trouve le Barkor, une rue mandala circulaire, le long de laquelle des pèlerins marchent dans le sens des aiguilles d'une montre pendant des heures, parfois des jours. Certains ont parcouru des centaines de kilomètres en prosternation complète, corps à terre, se lever, faire un pas, corps à terre, encore, encore. Encore. Cela prend des mois. Cela use le corps jusqu'à la limite. Et selon ceux qui l'ont fait, cela change une personne de l'intérieur, définitivement. Que choisiriez-vous ? Faire le tour du Jokang à pied ou en prosternation complète ? Écrivez dans les commentaires et gardez à l'esprit, chaque pas ici coûte 2 fois plus cher. Le Tibet aujourd'hui n'est pas le Tibet qui existait il y a 100 ans. Après 1950, la réalité politique ici a changé radicalement. Les monastères, qui pendant des siècles avaient été les centres du savoir, de la culture et du pouvoir, ont traversé la destruction et la restauration partielle. Les langues, les traditions, les modes de vie ont subi des pressions qu'ils ne connaissaient pas depuis des millénaires. Mais les montagnes sont restées, le ciel est resté, et quelque chose au cœur même de cet endroit, quelque chose qui ne s'exprime pas dans les lois ni les documents politiques, est resté aussi. Le Dalai Lama a quitté le Tibet en 1959, à travers des cols de montagne, en hiver, avec un petit groupe de compagnons, à pied, et vit depuis en exil dans la ville indienne de Dharamsala, où il a fondé un gouvernement en exil. Il a aujourd'hui environ 90 ans, et la question de son successeur est déjà devenue un nœud politique international. Qui sera le prochain ? Comment le trouvera-t-on ? Qui le reconnaîtra ? Cette question n'a pas de réponse simple, et c'est précisément son absence qui la rend si explosive. Les touristes étrangers ont besoin d'un permis spécial pour entrer au Tibet, en plus d'un visa chinois ordinaire. Ce permis est parfois suspendu entièrement, fermant la région au monde extérieur pendant des mois. Cela en dit long en soi. Un lieu qu'on ne peut pas simplement visiter à volonté devient inévitablement un lieu auquel on pense différemment. Un lieu où quelque chose est caché. Bien que les montagnes ne se cachent pas, elles sont visibles depuis un satellite, depuis un avion, depuis l'espace. C'est autre chose qui se dissimule. Mais voici ce qui est stupéfiant, et c'est peut-être le plus important de tout. Le Tibet n'a pas disparu. La langue vit. Les traditions se transmettent des anciens aux enfants, parfois en secret, parfois ouvertement. Les pèlerins font le tour du Jokang chaque jour, par tous les temps. Dans la neige et la chaleur. Les moines étudient dans des monastères restaurés. Les gens naissent, grandissent et meurent à cette altitude, tout comme leurs ancêtres le faisaient des milliers d'années auparavant. Certaines choses ont changé, certaines ont résisté, et tracer la frontière entre les deux est plus difficile qu'il n'y paraît de l'extérieur. Le mont Kailash, 6638 mètres.
Ce n'est pas le plus haut sommet de l'Himalaya. L'Everest est plus haut. Le K2 est plus haut. Il existe des dizaines de sommets qui dépassent le Kailash. Mais aucune autre montagne sur Terre n'est considérée comme sacrée simultanément par 4 religions. Et quand on la voit pour la première fois, on comprend pourquoi. 4 faces presque parfaitement symétriques, orientées selon les points cardinaux. Un sommet en forme de dôme couvert de neige éternelle. À sa base, 2 lacs sacrés, Manasarovar et Rakshastal. L'un d'un bleu éclatant, calme, miroir. L'autre sombre, avec des crêtes de vagues blanches, comme 2 visages d'un même monde. La montagne se dresse au-dessus d'eux comme un gardien, immobile, pendant que tout change autour d'elle. Pour les bouddhistes, c'est le lieu de l'éveil du Bouddha. Pour les hindous, la demeure de Shiva, le dieu de la destruction et de la création, qui selon la tradition est assis à son sommet en méditation éternelle. Pour les Jains, le lieu où leur fondateur a atteint le nirvana. Pour les adeptes du Bon, la religion tibétaine pré-bouddhiste, c'est le Tees, l'axe du monde, le centre de l'univers autour duquel tourne tout ce qui existe. 4 systèmes de croyances complètement différents. 4 explications différentes sur pourquoi précisément cette montagne. Et pourtant, le même endroit, la même forme, presque parfaitement symétrique, avec 4 faces orientées selon les points cardinaux, comme si quelqu'un l'avait conçu délibérément. Comme si la nature avait un jour décidé de construire un autel. Personne n'a jamais gravi le Kailash. Aucun alpiniste n'a jamais mis le pied sur son sommet, non pas parce que c'est techniquement impossible. Un alpiniste techniquement préparé pourrait l'escalader. Mais parce que c'est interdit, non par la loi, mais par quelque chose de bien plus puissant. En 2001, une expédition espagnole avait obtenu l'autorisation d'ascension et a été arrêtée par une vague de protestations internationales de la part de l'Inde, du Népal et d'organisations bouddhistes du monde entier. L'autorisation a été révoquée. La montagne est restée intacte. C'est peut-être le seul grand sommet sur Terre que l'humanité a collectivement décidé de ne pas conquérir. En revanche, on en fait le tour. La Kora, la circumambulation rituelle de la montagne, couvre environ 52 km. Sur des sentiers de montagne, à plus de 5000 mètres d'altitude, par le col de Drolmala, 5630 mètres, où des milliers de drapeaux à prière sont accrochés et où chaque pèlerin laisse quelque chose de lui-même, des cheveux, un morceau de vêtement, une dent, une mort symbolique de l'ancien soi et la naissance d'un nouveau. Sur le col, le vent est d'une telle force que les drapeaux ne flottent pas. Ils se tiennent à l'horizontale, comme des aiguilles de boussole pointant quelque part où il n'existe pas de carte. Les pèlerins viennent d'Inde, du Népal, du Tibet, de Chine. Certains effectuent la circumambulation complète en une seule journée. Certains l'étalent sur 3. Certains y vont en prosternation complète, et alors le voyage prend plusieurs semaines. Les plus dévots font le tour de la montagne 13 fois, et l'on croit que cela libère du karma d'une vie entière. Les gens font cela depuis des siècles. Ils continuent maintenant. Le Kailash se dresse, couvert de neige, parfaitement indifférent à toutes les religions simultanément. Et c'est peut-être précisément cela qui le rend sacré. Le Tibet est appelé le Troie du monde. Mais cette expression est trop simple pour ce qu'il est réellement. Parce que le Tibet n'est pas simplement un endroit élevé, c'est un endroit où les êtres humains se sont retrouvés dans des conditions pour lesquelles l'évolution ne les avait pas conçues, et sont restés. Pas temporairement, pas comme une expérience, pour toujours. Là où le corps a changé au niveau génétique, là où l'architecture a poussé de la roche,
là où la religion a poussé de l'espace, là où le commerce a poussé du froid et de la distance, là où la philosophie a poussé du silence, là où les animaux, le yak, le léopard des neiges, la grue, l'antilope, ont trouvé des moyens de survivre là où la survie semble impossible. Et où chaque coucher de soleil est un événement. Le ciel au-dessus du Tibet ne rosit pas simplement, il s'embrase par couches, orange, cramoisi, violet, noir, et les montagnes se dressent dans ce feu comme les ombres de géants. C'est un lieu dont dépend l'eau de 2 milliards de personnes, et que la plupart d'entre elles ne verront jamais. Un lieu qui change plus vite que ceux qui vivent dans son ombre ne le comprennent. Les glaciers reculent, le climat se déplace, les fleuves qui semblaient éternels commencent à se comporter différemment, trop violemment au printemps, trop chichement en été. Le Tibet a existé des millions d'années avant nous. Il a survécu à la fragmentation des supercontinents, au basculement climatique, à la disparition des géants et à l'avènement de nouvelles ères. Et la question qui demeure après tout ce qui a été vu ici résonne de façon contemporaine. Cet endroit sera-t-il capable de nous survivre dans la forme où nous pouvons encore le trouver? Pas un jour dans un futur abstrait, dans les limites de la mémoire humaine, dans les limites de la vie de ceux qui lisent ces lignes en ce moment même. Écrivez dans les commentaires un seul mot, un seul, celui qui reste après cette histoire. Altitude, silence, inquiétude, émerveillement, éternité, responsabilité. La Terre est bien plus complexe, bien plus ancienne et bien plus inquiétante qu'on ne nous l'a dit. Et le Tibet est un rappel que les endroits les plus importants de la planète ne sont pas nécessairement les plus visités. Que parfois, ce dont dépend la vie de la moitié de l'humanité se trouve à une altitude où la plupart de cette moitié ne pourrait tout simplement pas respirer.